Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à préciser, pour ceux qui seraient peut-être atterris ici par hasard, que cette vidéo est la deuxième partie d'une trilogie de vidéos. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de cet iceberg, je vous invite à faire pause et d'aller la regarder avant de poursuivre. Pour tous les autres qui sont à jour, on peut continuer. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour la suite de cet iceberg que j'avais très hâte de tourner, de monter et de publier. J'ai eu d'excellents retours sur la première partie et une vague de nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vous le savez, je suis du genre à faire beaucoup de disclaimers et évidemment, cette vidéo ne fera pas exception. À la sortie de la première partie, j'ai publié un post sur Reddit afin de faire découvrir ma vidéo à une communauté absolument bienveillante et j'ai reçu des commentaires en ce qui concernait les titres des sujets que je présentais. Comme quoi qu'il s'agissait seulement d'anecdotes basiques dont je changeais simplement les noms. Alors tout d'abord, c'est normal que je donne des titres à ce que je présente. Et de deux, si vous êtes des fans purs et durs de la série Buffy contre les vampires, c'est normal que vous connaissiez la majorité, voire l'intégralité des sujets que j'ai abordés dans la première partie. C'est justement le concept. Plus on descend, plus on tombe sur des sujets peu connus, voire un peu angoissants. Donc voilà, je préférais faire un petit rappel pour éviter qu'il y ait un malentendu entre nous. Et je tiens à faire un dernier petit warning. Bien que les sujets que je vais présenter dans cette deuxième partie resteront assez sobres, certains comporteront des sujets assez sensibles. Pas aussi sombres qu'ils le seront dans la troisième partie, certes, mais je tenais quand même à vous prévenir. Voilà, tout a été dit. Je vous souhaite donc un excellent visionnage de la deuxième partie de mon iceberg sur Buffy contre les vampires, qui, je l'espère, vous plaira autant que la première. Comme vous le savez, dans la première partie, nous nous étions arrêtés au niveau de la surface. Je vous invite donc à plonger avec moi dans les eaux claires. Cet épisode est à mon avis le plus réaliste et le plus triste de toute la série. Buffy rentre chez elle et retrouve sa mère morte sur le canapé suite à une rupture d'anévrisme post-opération. Ce qui est vraiment déboussolant avec cet événement, c'est qu'en dehors du fait qu'il arrive vraiment sans prévenir, c'est qu'en regardant un show fantastique avec de la magie, du surnaturel et des créatures tout droit sorties de la littérature d'épouvante, c'est qu'on peut rarement s'attendre ou se préparer à un contexte qui se rapproche autant de notre réalité. Après tout, il n'y a que 3 personnages qui sont morts de causes naturelles au cours de la série. Joyce, donc une rupture d'anévrisme post-opération, Tara qui se fait assassiner en prenant une balle en plein cœur, et Cassie qui est décédée d'un souffle au cœur. Il y a énormément de choses à dire sur cet épisode au point où on pourrait y dédier une vidéo complète. On retrouve facilement les réactions possibles que peuvent avoir certaines personnes en phase de deuil. Entre Dawn qui s'enfonce dans le déni, Alex qui est en colère et qui accuse les médecins et qui cherche désespérément quelqu'un sur qui mettre la faute. Il y a aussi Willow qui passe son temps à changer de vêtements pour s'empêcher d'exploser et perdre le contrôle. Et évidemment, on peut pas passer à côté du discours d'Anya qui est pour moi un des passages les plus forts de la série. I don't understand how this all happens. How we go through this. I mean, I knew her and then there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid. And Xander's crying and not talking and I was having fruit punch and I thought, well, Joyce will never have any more fruit punch, ever, and she'll never have eggs, or yawn, or brush her hair, not ever, and no one will explain to me why. Même si ce monologue fait écho au fait qu'Anya ait du mal à comprendre la nature humaine en tant que démon, parallèlement, il rappelle aussi cet état de déni, encore une fois, et l'incompréhension que des gens sont amenés à confronter suite à la mort d'un proche. Ce qui amène l'épisode à être si réaliste aussi, c'est dû au fait qu'il n'y ait aucun combat, si ce n'est qu'à la toute fin, ni aucune musique. La prod a même supplié Joss Whedon pour qu'il accepte de rajouter des tracks sonores afin que l'ambiance de l'épisode soit un peu moins lourde, ce qu'il a refusé, ce qui fait donc de cet épisode un des plus tristes et des plus réalistes qu'a connu la télévision américaine. Comme James Marsters le dit à plusieurs reprises dans des interviews, Spike, les vampires et le surnaturel en général n'avaient absolument pas leur place dans l'épisode de Body. Cet épisode met en lumière qu'une jeune fille qui confronte la mort subite de sa mère, et c'est malheureusement une situation auquel des milliers de jeunes adultes font face tous les jours. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Joss Whedon lui-même qui a perdu sa mère dans un accident de voiture alors qu'il n'était âgé que de 27 ans. Was it sudden? What? Your mother. No. And yes. It's always sudden.
Entre Buffy et Angel en saison 3, c'est compliqué. Après les événements de la saison 2 et l'arrivée d'Angelus, c'est compréhensible. C'est spécifiquement pour cette raison qu'Angel décide de partir à Los Angeles à la fin de la saison, pour protéger Buffy et éviter de la faire souffrir de sa présence. Mais apparemment, la scène où Angel rompt avec Buffy a été si éprouvante pour l'actrice Sarah Michelle Gellar qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, au point où le tournage a dû être arrêté pendant 25 minutes. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode The Replacement ou Le Double dans la saison 5? Pour faire un résumé assez court, c'est un épisode assez humoristique centré sur Alex qui se fait tirer dessus par un démon muni d'un bâton magique qui a la faculté de séparer les gens en deux. Une partie assez fragile et hébétée et une partie plus confiante et assurée. Le seul problème, c'est que si une de ces deux parties meurt, l'autre meurt aussi. Le but du démon étant de séparer Buffy en deux afin de tuer sa partie la plus faible pour se débarrasser de celle de la tueuse. Mais revenons à Alex. Est-ce que vous saviez que les plans où les deux Alex sont présents ne sont pas truqués? La raison est simple, Nicolas Brandon a un frère jumeau, Kelly Donovan. C'est aussi quelque chose que j'ai appris très tard en tant que fan, mais c'est vrai que si on s'attarde pas trop à Donovan, on a beaucoup de mal à faire la différence entre lui et son frère. Donovan a également joué Alex lui-même dans plusieurs plans de l'épisode Intervention alors que Brandon était tombé malade pendant les tournages. Le 11 novembre 2020, Alyson Hannigan a posté un tweet qui a fait énormément de bruit au sein du fandom de Buffy. Actually, Buffy should have dated Willow. Ou dans une traduction française approximative, Buffy aurait dû sortir avec Willow. Ou dater Willow. Il s'agit de la réponse d'Alyson à la question « Qui est le meilleur amour pour Buffy ?», à laquelle elle a suggéré clairement que Willow aurait dû faire partie des amours de la tueuse. La question à se poser ici, c'est est-ce que Joss Whedon avait véritablement prévu quelque chose de semblable pour ces deux personnages? Est-ce juste un tweet lambda pour faire réagir les fans? Est-ce que c'est vraiment l'opinion de l'actrice? On le saura sans doute jamais. Est-ce que The Cheeseman, ça vous dit quelque chose? Si c'est pas le cas, dites-vous que c'est parfaitement normal. Suite à un sort dans lequel ils se sont fusionnés et connectés à Buffy pour combattre Adam, le grand méchant de la saison 4, Buffy, Giles, Alex et Willow sont collectivement attaqués par la toute première tueuse dans leur rêve. Et dans ce rêve reviendra cet homme chauve, portant des lunettes, toujours avec ses tranches de fromage, faisant des commentaires à leur sujet. I've made a little space for the cheese slices. These will not protect you. I wear the cheese. It does not wear me. Le Scooby Gang n'a pas réalisé qu'ils partageaient cette même figure dans leur rêve jusqu'à ce que Buffy leur dise qu'au moins ils n'avaient pas rêvé de ce type avec le fromage à la fin de l'épisode. Avec l'ambiance un peu étrange, voire effrayante de cet épisode, j'aimerais vraiment vous dire qu'un terrible secret se cache derrière ce personnage énigmatique, à la fois singulier et inquiétant, mais non. Ce personnage n'a aucune signification. Et Joss Whedon l'a confirmé lui-même. Oui, je suis aussi déçue que vous. Amy fait partie de la série depuis le tout début de la saison 1, un épisode lui-même dédié. Mais nous le savons tous, en saison 3, Amy s'est fait transformer en rat. Et malheureusement, Willow lui aura donné forme humaine en saison 6 avant qu'elle ne foute la merde et qu'on finisse par la détester. Sacrée évolution pour une lycéenne qui a été un rat pendant plusieurs années. D'ailleurs, pourquoi Joss Whedon a-t-il décidé de la ramener au sein de la série et de faire en sorte qu'elle redevienne humaine? C'est en fait un fan qui a écrit une lettre à Joss Whedon afin de lui rappeler que les rats sont des animaux qui ont une espérance de vie très courte et que Amy finirait bientôt par mourir puisque 3 ans étaient déjà passés depuis sa transformation en rongeur. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, Joss prenait beaucoup en compte les commentaires des fans et ce ne sera pas la première ni la pire fois de cet iceberg. Nous allons sortir de l'univers de Buffy pour ce point, ça nous permettra de prendre une petite pause avant de continuer. Cependant, gardons avec nous deux acteurs cultes de la série, James Marsters et Amber Benson, qui ont interprété Spike et Tara. Chance est un film qui est paru en 2002 et qui a été écrit et scénarisé par Amber Benson elle-même. L'histoire suit le personnage de Chance, une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années vivant à Los Angeles. Elle partage un appartement avec Simon, un télévendeur infructueux, et un jour, Simon rentre de l'épicerie et retrouve une femme inconsciente dans le lit de Chance. À partir de là, le film remonte plusieurs mois en arrière et on découvre ce qui s'est passé avant la découverte de Simon. Je n'irai pas plus loin pour ceux qui voudraient le regarder sans spoiler. Il est disponible en entier sur YouTube si jamais ça vous intéresse. C'est un film amateur, mais dites-vous qu'au départ, il avait un budget de 25 000 $ et qu'il en a gagné le triple à sa sortie. Il y a de l'humour, de la romance et croyez-moi, voir James et Amber ensemble, c'est franchement étrange. Est-ce que je suis la seule qui était totalement terrifiée par le Turok-Han? Ce qui est merveilleux avec Buffy, c'est qu'on s'identifie énormément au personnage. Ben, surtout Buffy elle-même, finalement. Quand tu regardes Buffy, tu deviens en quelque sorte Buffy. Et c'est pour cette raison que ses premières confrontations avec le Turok-Han m'ont
terriblement angoissée. Déjà lors de leur premier combat, Buffy tente de lui planter un pieu dans le cœur pour le tuer et contrairement aux vampires normaux, ce n'est pas efficace. Et évidemment, je ne peux pas continuer sans mentionner leur seconde confrontation. Au moment où Buffy tente de prendre la fuite pour une des rares fois dans la série, avec cette musique, ce suspense et la manière dont on voit le Turok-kan pas très loin derrière elle, je trouve cette scène terriblement angoissante. Et clairement, le fait de voir le Turok-kan au second plan en train de la poursuivre, c'est un build-up. La scène est faite exprès pour créer de l'anxiété et nous inquiéter sur la suite. Après, j'avoue, j'ai vu cette scène beaucoup trop jeune dans ma vie. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler, parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Clairement, ça me trauma. Aussi, beaucoup de fans se demandaient pourquoi ce Turok-kan-là, particulièrement, était beaucoup plus puissant que ceux qu'on retrouve dans le dernier épisode de Buffy durant le combat final. Je pose une théorie sans prévenir, oui. Certains fans pensent qu'en fait, c'était parce que ce Turok-kan a eu la possibilité de boire du sang, donc de se nourrir, contrairement aux vampires qui se trouvaient dans la bouche de l'enfer qui ne s'étaient pas nourris depuis des milliers d'années, ce qui expliquerait leur faiblesse. Ça fait du sens. Tous les fans de Willow et Oz connaissent bien la saison 4, ainsi que les événements tragiques qui s'y passent, particulièrement avec l'arrivée du personnage de Veruca. Cependant, saviez-vous que l'arc narratif du triangle amoureux entre Willow, Oz et Veruca devait s'étendre sur toute la saison? Du moins, ça aurait été le cas si Seth Green, l'acteur qui interprète donc Oz, n'aurait pas annoncé son départ. Joss Whedon a déclaré que cette décision de l'acteur lui avait tellement brisé le cœur qu'il s'est servi de cette émotion pour briser le cœur de Willow avec le départ de Oz. Chapeau Joss, car ça se ressent très bien. Si nous devions dresser une liste de tous les grands méchants de la série, il y aurait le Maître en saison 1, Angelus en saison 2, le Maire en saison 3, Adam en saison 4, Gloria en saison 5 et la Force en saison 7. Mais qu'en est-il du grand méchant de la saison 6? Évidemment, tous ceux qui ont été traumatisés par la mort de Tara qui arrive vraiment sans prévenir me diront qu'il s'agit de Warren. Mais quelle est la différence entre lui et tous les autres méchants de la série? Eh bien, Warren est humain. Et au même titre que l'épisode de Body dans lequel la mort de Joyce est de cause naturelle, c'est qu'on peut rarement s'attendre à ce qu'un humain puisse faire autant de ravages, du moins plus de ravages qu'un quelconque vampire, démon ou autre entité surnaturelle. Et évidemment, on ne peut pas mentionner Warren sans mentionner Dark Willow. Comme tous les fans le savent, à la suite de la mort de Tara, Willow se laisse consumer par sa magie et décide de se venger en torturant et en écorchant Warren. À partir de là, il y a deux branches. Ceux qui pensent que c'était légitime, dans le sens où avant d'être un tueur, Warren était surtout un garçon très misogyne, sans vouloir dire un prédateur avec des comportements d'abuseur et des penchants pour la violence psychologique et physique, et qu'il méritait pleinement ce qui lui est arrivé. L'autre école reste unanime en disant que Willow qui tue Warren, c'était mal et que c'était pas vraiment éthique. Car dans Buffy, les gentils ne tuent pas les humains. Et au-delà du fait que c'est un gros débat au sein de la communauté de BTVS, c'est aussi un débat qui a lieu dans la série elle-même. Dawn dira que c'est tant mieux si Willow arrive à retrouver Warren et donc à le tuer, et Buffy répondra qu'aucun humain ne mérite de se faire assassiner et que sa place est en prison. Et cette scène représente justement un gros débat qui vit en société, particulièrement dans le fait de savoir si jauger la gravité d'un crime permet de déterminer si la peine de mort est à envisager ou est une solution éthique, valable, envisageable. Encore une fois, Joss Whedon remet une réalité au visage des spectateurs et ce n'est malheureusement pas le seul exemple avec la saison 6, qui est une saison assez controversée en fait. À commencer avec Buffy qui est plongée dans une profonde dépression à la suite de sa résurrection. Ce mal-être engendra sa relation malsaine avec Spike, une difficulté accrue à faire face aux problèmes du monde des adultes, telles que les difficultés financières qui seront le sujet principal d'un des premiers épisodes de la saison, la difficulté à se sentir à sa place ou légitime sur le banc de l'école, à se sentir à sa place au sein d'un emploi. Il y a également un épisode appelé Double Meat Palace dans lequel Buffy trouve un emploi dans un fast-food et démontra plusieurs a priori et clichés auxquels certains associent les employés aux grandes chaînes de restauration rapide, telles que la non-fiabilité de certains employés qui viennent et qui repartent, le manque d'hygiène, le non-respect des employés et les conditions de travail parfois très peu sécuritaires. Encore une fois, c'est une exposition assez exagérée et très cliché, comme je l'ai dit plus tôt, mais elle reflète quand même une certaine réalité en ce qui concerne le monde du travail et le monde de la restauration. Certaines autres mises en scène réalistes sont beaucoup plus marquantes et beaucoup plus connues de la communauté, comme Alex qui décide de larguer Anya le jour de leur mariage, craignant que leur union les mène à se détester et que leur relation devienne aussi conflictuelle que celle de ses parents, la solitude de Dawn qui l'entraîne dans une grave kleptomanie et la séparation de Willow et Tara qui est due à l'utilisation de la magie trop récurrente de Willow. On revient un peu à ce côté métaphorique sur lequel on s'était penché durant la première partie. Le fait que Willow utilise énormément la magie au point que ça entraîne des conflits avec sa partenaire de vie, ses amis, les gens autour d'elle, c'est une métaphore très claire des problèmes que peuvent engendrer une addiction. Et en plus des propos assez révélateurs qu'utilisent certains personnages pour décrire le fait que Willow utilise trop la magie, graphiquement et visuellement, on peut clairement voir que Joss Whedon voulait faire référence à la drogue ou à l'alcool. Outre le fait que Rack, son dealer de pouvoir magique, serait un élément assez significatif et une assez bonne preuve. Toutes ces explications pour revenir à la même question qu'au départ. Qui était le grand méchant de la saison 6? Après cette analyse qui nous ramène toujours à des problèmes réalistes,
je répondrais que c'était sans doute la vie elle-même. Il y a des tonnes et des tonnes de sous-entendus sexuels dans les dialogues entre Buffy et Faith. Tous ceux qui sont fanatiques de ce duo le savent et ont tous déjà fantasmé qu'il puisse y avoir une romance entre les deux jeunes femmes. Mais saviez-vous qu'à la base, Joss Whedon avait bel et bien eu cette idée? On est passé à un cheveu d'avoir une romance entre Buffy et Faith qui, normalement, se serait confirmée avec la scène qui va suivre. Rappelez-vous, dans la saison 3, Buffy et Angel font croire à Faith à l'aide d'un ami de Giles qu'Angelus est de retour, ce qui finalement ne servira qu'à tirer des informations à Faith pour l'attaque qu'a prévu le maire, son patron, durant la remise des diplômes. S'en suivra ensuite une bagarre entre Buffy et Faith qui prend fin comme ça. What are you gonna do, Bea? Kill me? You become me. You're not ready for that. Yet. Mais à la base, Joss Whedon avait prévu que Faith l'embrasse sur la bouche et non sur le front. On était si près du but! Comme beaucoup de fans rangés dans la team Spike plutôt que la team Angel, j'ai toujours fantasmé l'idée que les acteurs James Marsters et Sarah Michelle Gellar puissent avoir une relation intime dans la vraie vie. Après tout, c'était pas du jamais vu des acteurs qui tombent amoureux de l'un de l'autre en incarnant des personnages qui sont eux-mêmes amoureux de l'un de l'autre. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr., son mari, en sont la preuve. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film I Know What You Did Last Summer, donc Je sais ce que vous avez fait l'été dernier, en 97. Puis bon, outre le fait que Sarah était déjà mariée à Freddie en 2000 et que la série Buffy s'est terminée en 2003, James Marsters a toujours affirmé avoir une relation amicale avec Sarah et qu'il la considérait plutôt comme une sœur un peu pénible. Mais, il faut se mettre au parfum de quelque chose de très important. James a aussi toujours affirmé que Spike était en quelque sorte une partie de lui. Une partie sombre de sa personne qu'il ne laissait jamais refléter sur les autres. Maintenant, je vous demande de retenir cette information en écoutant l'interview qui va suivre qui personnellement m'a conquise. I have this problem. I know I'm going to have to fall in love with Sarah. I went in and she was shooting a scene where she's selling burgers outside the drive-thru, and she's got this ridiculous hat on for her job, and she has to provide for the kid's sister, and so she's working in this burger shop, and she's the freaking Slayer. She's like Superman, having to sell burgers for a living, and she's not bitching about it. And she's trying to be nice to rude customers. And she's being really, really cool about being in this horrible place. And so I'm watching her film this scene. And I fall in love with Buffy. Wow. And I was like, that's my in. I just found it. I got it. Oh my God, I don't have to fall in love with Sarah. I love Sarah, but not, you know. Right. And I was just sitting there kind of like this, just looking at her with misty eyes. She turns around and goes, "What? Not you too, James. Everyone's been making fun of me with this hat. I didn't think you would too. God." And I broke her heart, and I couldn't tell her, no, I just fell in love with you, baby, no. Death is your art. You make it with your hands, day after day. That final gasp, that look of peace. Part of you is desperate to know, what's it like? Where does it lead you? And now you see, that's the secret. Not the punch she didn't throw, or the kick she didn't land. She merely wanted it. Every Slayer has a death wish. Even you. Dans la saison 5, Spike propose la théorie que chaque tueuse a un désir de mort. Mais a-t-il raison? Avant Buffy, historiquement, les tueuses n'avaient aucun lien avec le monde. Loin de leurs amis et de leur famille, les tueuses ont dû consacrer toute leur existence à la cause. On pourrait donc se dire que ce genre de choses pourrait avoir des conséquences terribles sur la santé mentale, alors le désir de mort de la tueuse est-il dû à la dépression que leur existence pourrait induire? D'autres personnes suggèrent que l'épisode Fool for Love serait un préfigurant de la saison 6. Buffy perd ses liens avec sa famille et ses amis dans cette saison, provoquant un état qui pourrait être interprété comme dépressif. C'est une saison où Buffy souhaite la mort jusqu'à la toute fin, où elle sortira de sa tombe, mais cette fois en l'ayant choisi. Conversations with Dead People est caractérisé par le fait que tout le monde durant cet épisode parle avec des gens morts, comme le sous-entend le titre. Buffy a une discussion avec un vampire qui lui révélera que c'est Spike qui l'a engendré et donc que celui-ci s'est remis à tuer. Willow parle avec le fantôme de Cassie qui vient lui apporter un message de Tara, et Dawn fait face à un poltergeist qui se finit par l'apparition de sa mère. Comme les fans le savent, l'apparition de Cassie est en fait une apparition de la force,
et la Force est une entité qui est capable de prendre l'apparence des gens morts. Cependant, dans cet épisode, l'apparition de la Force n'a absolument rien à voir avec ses autres apparitions, donc on est en droit de se demander est-ce qu'il s'agissait vraiment de la Force ou de Joyce. Je me suis longtemps posé la question et j'ai eu mes réponses en faisant des recherches. Malheureusement, il s'agissait bel et bien de la Force. Moi qui avais cru pendant tant d'années que Dawn avait eu raison et que les autres avaient tort et que sa mère venait véritablement lui porter un message, eh ben non, c'est un peu décevant. D'ailleurs, Joss et son équipe l'ont confirmé dans des crédits, dans des DVD, mais malheureusement pour vous comme pour moi, à ce jour, je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur ces extraits de vidéos, ces crédits DVD. J'espère qu'il en sera autrement au moment du montage, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus. On va reprendre un peu notre souffle avant de continuer notre descente et je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote. Est-ce que vous saviez que tous les cimetières dans Buffy sont faux? Alors oui, l'anecdote est très courte, oui. On pourrait se dire que c'est par respect, pour éviter de profaner des tombes ou à des fins esthétiques que le cimetière de Sunnydale a été construit de toutes pièces, mais non. La vraie raison est que Sarah Michelle Gellar a une énorme phobie des cimetières et était donc incapable de tourner dans des vrais cimetières sans faire de fortes crises d'angoisse, obligeant la prod à en construire un faux. Ouais, c'est vrai que c'est pas très pratique pour une tueuse qui passe son temps dans les cimetières. Alors je préfère prévenir toutes les personnes qui sont dans la team Angel que ce point va faire mal, voire très mal. Mais on va pas passer par quatre chemins, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, Angel n'était pas censé revenir. Voilà. Angel était censé rester bel et bien mort après que Buffy l'ait transpercé avec son épée dans le dernier épisode de la saison 2. Cependant, David Boreanaz a littéralement réussi à sauver les fesses du personnage qu'il incarnait dans un épisode en particulier, plus tôt dans cette même saison. Au début du 19e épisode appelé la soirée de Sadie Hawkins, le lycée de Sunnydale est victime de tout un tas d'événements surnaturels liés à une affaire qui s'est passée des années auparavant, une histoire d'amour impossible entre un lycéen et une professeure en 1955 qui s'est terminée par un meurtre et un suicide. Ce qui est perturbant avec cet épisode, c'est que plusieurs duos se feront posséder par les fantômes de ces deux défunts et reproduiront la scène de leur mort. Buffy et Angelus en seront d'ailleurs victimes, à la seule exception que le rôle féminin et le rôle masculin seront inversés. Donc Buffy se retrouvera sous l'emprise de l'arme de James, l'étudiant, et Angelus de celui de Grace, l'enseignante. Et David Boreanaz a tellement épaté les scénaristes avec son jeu d'acteur qu'ils ont tout de suite su qu'il y avait un futur pour son personnage. Ça a donc mené à sa résurrection dans la saison 3 et à son départ de la série Buffy pour avoir son propre rôle clé dans la série Angel. C'est quand même fou de se dire que la vie ou la mort d'un personnage aussi important qu'Angel ne se soit joué que sur une seule scène. Comme quoi que les petites choses peuvent toujours faire la différence. Est-ce que vous vous souvenez d'April, la petite amie robot de Warren? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh. Hey! 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 That would be wrong! You're not my boyfriend! Eh bien, est-ce que vous saviez que c'était Britney Spears qui était censée interpréter ce rôle dans l'épisode Chagrin d'amour de la saison 5? Malheureusement, ce sont des problèmes d'emploi du temps qui ont mené son remplacement par Shonda Farr. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça aurait été tellement hilarant si ça avait été Britney. Revenons un peu sur un des personnages les plus détestés de la série. Tel que mentionné tout à l'heure, Warren est un garçon pervers, menteur, violent et manipulateur. Une chose qu'on ne peut pas lui enlever cependant, c'est qu'il est un véritable génie. Il possède des connaissances insensées qui normalement auraient dû être au-delà de sa compréhension. Comment un jeune garçon comme lui a-t-il pu apprendre à construire des robots, à inventer un pistolet qui permet de transformer les molécules du corps afin de le rendre invisible? La vraie question à se poser ici, c'est comment et où a-t-il trouvé le moyen d'acquérir toutes ces connaissances? J'ai peut-être une réponse à vous donner, ou plutôt une théorie à vous présenter, et croyez-moi, c'est crédible. Dans l'épisode Halloween de la saison 2, Ethan Rayne ensorcelle tous les costumes de sa boutique, transformant alors les habitants de Sunnydale en quoi ils se sont déguisés durant la récolte de bonbons. Buffy, qui était habillée d'une robe d'époque, deviendra alors une princesse. Willow, qui était déguisée en fantôme, deviendra bel et bien un être capable de traverser les murs. Et Alex, armé de sa mitraillette, deviendra un vrai soldat. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que le sort malveillant d'Ethan a permis à Alex de garder toute sa mémoire militaire. Ça a même été à l'avantage du Scooby Gang à plusieurs occasions. En sachant cela, certains se sont demandé si Warren aurait pu se déguiser en savant fou durant cette nuit d'Halloween, et si ce n'est pas là qu'il aurait récolté toutes les connaissances nécessaires à toutes ses créations. J'ai rarement trouvé une théorie aussi crédible, même si en soi il n'y a pas beaucoup de théories, je l'adore. Enfin, je déteste le personnage de Warren, mais j'adore cette théorie. Nous le savons tous, à chaque fois qu'une tueuse meurt, une autre prend sa place. À bien des égards, la série de Buffy est allée là où aucune autre série n'est jamais allée, du moins dans les années 90. Et cela inclut de tuer son protagoniste, non pas une fois, mais 2 fois. Dans la saison 1, Buffy se noie après une confrontation avec le maître.
Et bien qu'elle n'ait été morte que quelques secondes, ça fut assez longtemps pour qu'une nouvelle tueuse ne soit appelée. En saison 2, nous rencontrons alors Kendra, la nouvelle tueuse qui aurait pris la place de Buffy si celle-ci ne se serait pas fait réanimer par Alex et serait donc restée morte. Kendra ne fera malheureusement pas long feu puisqu'elle se fera tuer par Drusilla à la fin de la saison, ce qui conduira à l'appel d'une autre tueuse, Faith Leanne. Je ne pense pas avoir besoin de vous la présenter. La théorie dont je vais vous parler maintenant suggère donc que la lignée de tueuses potentielles que présente la saison 7 ne proviendrait pas de Buffy, mais bel et bien de Faith. Lorsque Buffy meurt pour la seconde fois à la fin de la saison 5, aucune nouvelle tueuse n'est appelée car Faith est toujours en vie. Et en raison de la première mort de Buffy aux mains du maître, Faith serait donc celle qui continue la lignée des tueuses. Certains fans ont même souligné le fait que les grands discours de Buffy dans la saison 7 sur le fait que sa vie et sa mort changeront la lignée des tueuses est en fait une manière d'essayer de s'en convaincre elle-même. Sa difficulté à se rapprocher des potentiels et de tisser de réels liens avec elles serait là aussi un indice que la lignée ne lui appartient pas. Le moment où le Scooby Gang et les tueuses potentielles mettent Buffy à la porte de sa propre maison et désignent Faith comme chef serait là aussi un indice que la lignée venait bel et bien de notre tueuse rebelle. Et c'est ce qui marque déjà la fin de notre exploration des eaux claires. Je vous invite donc à venir avec moi dans les eaux profondes. Joss Whedon a la réputation d'avoir des personnages complexes, une écriture originale et des manières assez intéressantes pour tuer ses personnages et pour maximiser notre chagrin. Merci Joss! C'est pourquoi au cours des saisons, peu d'acteurs se sont sentis en sécurité et ont eu peu d'espoir de voir leurs personnages survivre. Ça a été le cas de D.B. Woodside qui interprétait Robin Wood dans la 7e saison. Il a même raconté comment Joss avait décidé du sort de son personnage à la fin de la série. Joss a fait une blague pendant le tournage de la finale de Buffy, où il est venu vers moi et m'a dit « Tu sais, je dois être honnête avec toi. Quand j'écrivais, je me demandais est-ce qu'il vit, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il est vivant? Le jour du tournage de la finale, j'étais dans un jour où je me disais « Il vit ». L'acteur ajoutera également « Je suis heureux que Robin Wood soit toujours quelque part en train de botter des culs, et je sais pertinemment que Wood et Faith sont ensemble quelque part. » Forrest avait un crush sur Riley, une théorie de fan sur laquelle je suis tombée en fouillant les forums. Honnêtement, quand j'ai vu le titre, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit que c'était sûrement une théorie très peu fondée. Mais en y repensant un petit peu, je me suis mis à y songer un peu plus sérieusement. Voilà les arguments, après on débat. Forrest aurait un béguin réprimé et sans contrepartie pour Riley. Il serait collant et jaloux de la relation entre Buffy et Riley et toutes ses interactions avec elle ressembleraient à celles d'un ex en colère. Ajouter les commentaires hyper sexistes de Forrest à propos de Buffy, que l'on pourrait considérer comme une sorte de manière de se défendre. Selon les fans, la théorie Forrest a un crush sur Riley, c'est réel, bien que si c'est le cas, c'est très sous-coté et très sous-texte. Certains défendent cette idée en disant que c'est normal vu à quel point la saison 4 était chaotique, ce que je peux parfaitement comprendre. Bon, j'avoue, la théorie reste assez floue pour que ce soit réellement envisageable, parce que ses comportements s'expliquent assez facilement, quoiqu'ils sont indéfendables. Puis au départ, c'est Forrest qui a poussé Riley vers Buffy, d'une manière superficielle certes. L'antagonisme n'a commencé que lorsque la relation est devenue plus sérieuse et que Forrest a commencé à faire des commentaires plus sarcastiques sur Buffy, quand Riley commençait à manquer à sa mission au sein de l'initiative et de leur fraternité. La manière dont Forrest a commencé à détester Buffy, c'est aussi au moment où elle est entrée dans l'initiative. On pourrait se dire que son ego a pris un gros coup à ce moment-là et ça expliquerait peut-être ses propos sexistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on cherche une nuance qui n'existe tout simplement pas? Ou alors est-ce que Forrest avait réellement un béguin pour Riley, mais ce n'est qu'un manque de développement au niveau du personnage qui nous laisse sans réponse concrète? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dans le Buffyverse, certaines choses ne changent pas, comme la peur d'Anya pour les lapins et son amour pour l'argent. Bien qu'il y ait beaucoup de choses sur l'humanité qu'Anya ne comprend pas, la cupidité et le profit ne figurent pas sur la liste. L'amour d'Anya pour l'argent est profond. Et un utilisateur de Reddit a suggéré que ça pourrait aller au-delà d'être simplement quelque chose de brillant et d'excitant à propos des humains qui attirent Anya. Dans un flashback, les téléspectateurs voient Anya quand elle était humaine, alors connue sous le nom d'Aude. Elle raconte à son mari Olaf ce qu'ils peuvent faire avec leur lapin en trop et exprime l'idée de base du capitalisme. Olaf se moque de son idée, proférant qu'elle n'est qu'une femme stupide. Mais imaginez, Anya, après être devenue un démon vengeur, aurait utilisé ses pouvoirs pour créer ce monde capitalisme qu'elle envisageait autrefois. C'est une théorie plus fun et amusante qu'autre chose, mais il n'est pas vraiment difficile d'imaginer Anya de cette façon. Juste avant que la saison 7 ne commence, les acteurs Sarah Michelle Gellar et Nicholas Brendon ont approché Joss Whedon pour lui proposer une idée. Une romance entre les personnages qu'ils incarnaient, donc Buffy et Alex. Cependant, l'idée n'a pas été approuvée car Joss trouvait qu'il fonctionnait bien mieux en tant que meilleur ami. L'idée a ensuite été retravaillée et intégrée dans les comics de la saison 8 et Alex s'est retrouvé avec Dawn,
Je sais pas c'est quoi le pire entre les deux. Alex qui se retrouve avec Buffy ou qui se tape sa petite sœur. Dans tous les cas, réjouissons-nous de ne pas avoir assisté à ça et de n'avoir vu que les discours mignons et encourageants d'Alex. Certains fans très perspicaces ont réussi à trouver des allusions à l'arrivée de Dawn et au sacrifice de Buffy plusieurs saisons à l'avance. Et ces allusions sont faites en saison 3. Dans l'épisode nommé La cérémonie, dans le rêve partagé entre Buffy et Faith, Faith dit « Little Miss Muffette le compte à rebours de 730 alors qu'elle s'approche de la fenêtre dans un espace ensoleillé, soulignant qu'elle éclaire une vérité. À ce moment-là, il ne reste à Buffy que 730 jours à vivre. » Cette phrase annonce aussi l'arrivée de Dawn, qui est surnommée Little Miss Muffette plusieurs fois dans la saison 5. Les indices continuent dans la saison 4, lorsque Faith apparaît dans un autre rêve de Buffy dans l'épisode This Year's Girl. Dans ce rêve, Faith dit à Buffy « Petite sœur qui arrive, je sais, tant de choses à faire avant qu'elle n'arrive ici. » Comme beaucoup de rêves, cette déclaration hors contexte a du sens et n'en a pas. Mais avec l'arrivée de Dawn dans la prochaine saison, elle prend un tout nouveau sens. Buffy's like nobody else in the world. When I'm with her, it's like I'm split in two. Half me is just on fire, going crazy if I'm not touching her. The other half is so still and peaceful, just perfectly content. Just knows this is the one. But she doesn't love me. Voici ce que déclare Riley au début de la saison 5 sur sa relation avec Buffy. Selon vous, a-t-il raison? Je trouve que répondre oui ou non affecte vraiment la façon de voir leur couple et le moment où Riley décide de partir. Il affirme que Buffy ne l'aime pas. S'il a raison, je suis plus enclin à ressentir de la sympathie pour Riley. On sent qu'il fait tout ce qu'il peut pour la garder auprès de lui. C'est donc Buffy qui serait responsable de la fin de leur relation. D'un autre côté, s'il se trompe, Riley apparaît comme nécessiteux et paranoïaque. Alors ce serait vraiment sa faute si ça ne marche pas. J'avoue que je sais pas vraiment quoi en penser. Je me suis jamais vraiment penchée sur le cas de Riley car c'est loin d'être mon personnage préféré, mais j'ai été fouillée sur des forums et sur Reddit particulièrement et un utilisateur a donné son avis que je vais vous présenter à l'instant. Car je crois vraiment que sa manière de voir les choses est vraiment à prendre en considération. Je ne pense pas que Riley l'aimait, du moins pas la personne que Buffy était réellement. Il aimait une image de ce qu'il pensait qu'elle pouvait être. Mais il voulait qu'elle se comporte d'une manière dont elle n'était tout simplement pas capable. Il voulait qu'elle s'appuie sur lui, l'inclue dans tous les aspects de sa vie, qu'elle le cherche et passe tout son temps avec lui. Il lui faisait constamment savoir à quel point elle le laissait tomber, il rejetait tout le blâme sur elle. Jusque-là, je trouvais l'avis de ce fan un peu dur, mais c'est la suite de son message qui aura réussi à me convaincre. Pourquoi Riley n'a-t-il pas eu de vie après avoir quitté l'initiative? Pourquoi ne s'est-il pas inscrit à l'université de Sunnydale pour suivre des cours? Avec son expérience, pourquoi n'a-t-il pas enseigné la self-défense, par exemple? En dehors de juger à quel point Buffy réussissait à l'aimer, il ne faisait rien. Il l'attendait, tout simplement. Mais il n'y a rien de pire pour une relation que d'avoir un partenaire qui fait de l'autre toute sa vie. Personne ne peut gérer ça, pas même la tueuse. Wow! Ça par contre, c'est une analyse vraiment intéressante. La vérité serait que Riley se reflétait dans Buffy comme dans une glace. En réalité, c'était lui qui perdait peu à peu ses sentiments, car la manière dont Buffy évoluait ne lui plaisait pas. Et ça se confirme en saison 6 quand Riley revient à Sunnydale avec Sam, sa nouvelle épouse. Dans cet épisode, la personne qui semble être le plus perturbée par ses retrouvailles, c'est Buffy. On pourrait donc en conclure que Buffy aimait réellement Riley, et qu'au moment où il dit « elle ne m'aime pas », il parlerait en réalité de lui-même. Il se projetterait sans en avoir conscience. Beaucoup de gens se sont moqués du physique décrit comme grassouillet de Nicholas Brendon en saison 6 et 7, comparé au physique assez remarquable qu'il avait en saison 5. Personnellement, je m'en étais jamais rendu compte avant de faire mes recherches. Malheureusement, c'est quelque chose qui a énormément affecté l'acteur. Car simplement, Joss Whedon lui a demandé, ou plutôt exigé, qu'il arrête de s'entraîner. La raison de cette demande, c'est que Joss tenait à ce que Alex reste le même garçon fragile que dans les premières saisons et ne voulait pas non plus qu'il soit plus musclé que Spike. Honnêtement, je vois pas trop en quoi le physique peut avoir un lien avec le personnage d'Alex lui-même. Qu'il ait des abdos ou des biceps, ça change pas vraiment qui il est, ni le rôle hyper important qu'il a au sein de la série. Selon beaucoup de gens, c'était pour que Spike reste le sexe symbole de l'agence masculine dans la série. Ce qui est horrible car on voit bien que le but c'est de sexualiser son personnage. Encore une fois, je trouve ça assez dégueulasse de la part des réalisateurs, autant pour Nicholas Brendon que pour James Marsters. Je vais m'attarder très brièvement à cette théorie car, bien qu'elle soit intéressante, elle manque un peu d'arguments. La question de départ est de se demander pourquoi il y a toujours eu que des tueuses et pas des tueurs. La toute première élue était une femme, évidemment, mais pourquoi cela signifierait qu'il ne pourrait y avoir que des femmes dignes de porter le sort du monde sur leurs épaules? Dans le contexte de la série, c'est surtout pour éviter de nuire au message du pouvoir de la femme, ce qui est
parfaitement compréhensible. Mais en dehors de ça, on n'a jamais vraiment eu d'explication légitime. Cependant, rappelez-vous l'épisode 15 de la saison 7. Buffy entre en possession d'un sac qui lui permet d'ouvrir un portail sur les temps anciens de la première tueuse. Elle se voit aussi offrir un surplus de puissance par les premiers observateurs à la condition d'absorber l'essence d'un démon, tel qu'il l'avait fait subir à la toute première tueuse. Une théorie suggérait alors que la liaison de ce démon de fumée avec la première tueuse aurait provoqué un changement dans son ADN. Une propagation du gène issu de son pouvoir qu'elle aurait transmis à sa fille, possiblement qu'il aurait elle-même transmis en se reproduisant, créant ainsi la lignée des potentiels au travers des chromosomes féminins de la première tueuse elle-même. Je vous l'avais dit, il manque pas mal d'informations pour que cette théorie soit vraiment crédible. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment intéressante. Est-ce que vous saviez que Oz a survécu à la mort non pas une, mais 2 fois? Dans la deuxième saison, Joss Whedon éprouvait des soucis au niveau du personnage d'Angelus, craignant que les fans ne le trouvent pas assez menaçant ou méchant. Mais puisque les fans n'avaient pas vraiment accroché au personnage de Oz durant la première saison où il apparaissait, il a décidé de tuer Jenny à la place. Par contre, ce qui fait de Oz un personnage vraiment chanceux dans le Buffyverse, c'est qu'il a également failli se faire tuer en saison 6. Alors oui, Oz était censé rester avec Willow, et normalement, si celle-ci n'avait jamais été mise au fait de son homosexualité et que l'acteur qui interprétait Oz n'avait jamais annoncé son départ, il aurait bel et bien été celui qui se serait fait tirer dessus par Warren à la place de Tara qui n'aurait sans doute jamais été inventée par Joss. Et évidemment, je sais que certains d'entre vous vont demander comment peut-on savoir que les événements se seraient passés exactement comme ça. Particulièrement la scène où Warren tire une balle sur Buffy avant d'en tirer plusieurs autres, dont une qui atteint Tara en plein cœur. Eh bien, comme je l'ai expliqué dans la première partie de l'iceberg, Joss Whedon avait déjà imaginé Willow en saison 2. Il avait déjà en l'idée que Willow se fasse consumer par sa magie après avoir vu l'amour de sa vie mourir sous ses yeux. Donc si Joss avait suivi son plan initial, Oz aurait été bel et bien celui qui se serait fait tirer dessus par Warren. Attachez-vous pour ce point, Buffy n'était pas censée être la seule à mourir dans le final de la saison 5. Anya était elle aussi censée mourir sous l'avalanche de briques qu'elle se prend sur la tête lors de la bataille contre Gloria et ses sbires. À la fin de l'épisode, il y a même le plan dans lequel Alex porte ce qui devait être le corps sans vie d'Anya. Cependant, l'actrice n'arrêtait pas de bouger durant la prise et donc Joss a décidé de la garder. Et en dehors de ce petit problème sur le tournage, certains fans pensent qu'il a décidé d'épargner Anya car la mort de Buffy aurait totalement accaparé l'importance du sacrifice que Anya aurait fait preuve en sauvant Alex si elle avait vraiment succombé à ses blessures. Beaucoup de fans, dont moi, ont été dévastés par la mort de Tara. La plupart d'entre eux la décrivent comme ayant été inévitable car sa mort représente parfaitement l'expression d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Cependant, pour les fans de théorie déterminés à expliquer toutes les failles et événements de la série, la mort de Tara s'avérait nécessaire. Je m'explique. Un utilisateur de Buffy Boards, un forum centré sur l'univers de Buffy et Angel, a proposé la théorie d'Osiris, selon laquelle un sacrifice était nécessaire après que Willow ait ressuscité Buffy au début de la saison 6. Lorsque Willow ramène Buffy d'entre les morts, elle sacrifie un cerf en faisant appel à Osiris, le dieu égyptien de la mort. Cependant, ce n'était peut-être pas une offrande assez importante au dieu des enfers, en particulier pour amener une tueuse puissante morte de causes magiques et surnaturelles. La magie dans Buffy est fondée sur l'équilibre du donnant-donnant. Et donc on ne peut jamais exécuter un sort, en particulier un sort de magie noire qui défie les lois de la nature, sans payer le prix. Tara est une sorcière puissante et donc peut-être qu'elle était la réelle offrande pour la résurrection de Buffy, puisque sa valeur était bien plus élevée que celle d'un cerf. Bien qu'on puisse croire à cette théorie ou non, ces suppositions n'effaceront jamais des mémoires la mort de Tara, ni toute la peine qu'elle a engendrée dans le cœur des fans. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie de l'iceberg sur Buffy contre les vampires. Je vous remercie infiniment, face à face cette fois, de l'avoir regardé. J'ai l'impression que ça a passé trop vite. Ce tournage n'était pas assez long. Ça fait juste 4 heures que je suis assise là. Je vais essayer de sortir la troisième partie, donc troisième et dernière partie, au plus vite. Merci encore à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci à tous les nouveaux arrivants et à ceux qui vont arriver potentiellement avec cette deuxième partie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, donc la voilà. J'espère que vous saurez l'accueillir avec autant de gentillesse et de passion pour la série que la première partie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour la troisième partie. You think you know what's to come, what you are?